Et avant de commencer ce club de lecture, je voulais justement prendre une petite minute pour nous présenter. Donc, moi, je m'appelle Fanny, je travaille à l'Alliance française Vancouver. Donc, nous sommes un centre de langue, centre de français, un centre culturel et communautaire. Nous avons la chance d'avoir ouvert il y a quelques semaines les portes de notre nouveau bâtiment. C'est un Mhm. espace dont on est très on peut dire qu'on est assez fiers d'avoir réussi à construire un tel espace, avec un théâtre, une galerie d'art, une cuisine, des salles de classe, une terrasse. Enfin, c'est un espace dédié à la communauté. J'espère que vous avez eu l'occasion d'y venir ou que vous allez y venir, bientôt. En tout cas, vous êtes, toutes et tous les bienvenus dans ces espaces. Mais il n'empêche que même si nous faisons beaucoup de choses en présentiel, nous souhaitons continuer des propositions, des activités culturelles, littéraires, en ligne, en sachant que ça nous permet aussi d'échanger avec des personnes qui sont pas forcément à Vancouver, qui peuvent pas se déplacer, et notamment ce format, du club de lecture qui est un format que nous voilà, qui nous tient à cœur, qu'on a développé avec le Centre de la francophonie de UBC il y a déjà, ça va faire 3 ans maintenant, je crois. Oui, je crois que ça fait 3 ans, et merci beaucoup à eux, de voilà, de collaborer sur ce format depuis des années, et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, d'avoir, Anse Tjetten, c'est ça? Oui, C'est ça, merci, c'est ça, je tente. Fanny. Merci beaucoup, j'ai réussi. Qui va nous parler d'un livre, qui je pense est une lecture, on est tous d'accord, donc assez difficile, et qui, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, donc on rappelle, il parle, voilà, d'inceste, de viol et de pédophilie, ce qui sont des thématiques, voilà, très dures, mais je pense, il est nécessaire d'en parler, et donc Heu, le trigger warning, voilà, si vous ne connaissez pas le sujet du livre, soyez prêts et prêtes. Mais je vais laisser Anne en parler, mieux que moi. Je vous souhaite une très belle, séance, et voilà, c'est un espace de discussion, et on attend aussi votre participation. Bonne séance. Oui, merci beaucoup, Fanny. Donc, bonjour, bon matin tout le monde. Euh, Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le format Zoom pour parler de littérature. Si c'est possible pour vous, j'aimerais bien que vous allumiez votre caméra. Ça me permet de vous voir et de savoir qui est là. C'est toujours un peu difficile de parler à des boîtes noires avec un nom dessus. Donc, ce serait très sympa. Notre club de lecture aujourd'hui sera beaucoup en format de conversation. Donc, c'est un livre très récent, donc il n'y a pas énormément de contextualisation à faire. Je vais donner une petite introduction, puis après, on va peut-être regarder certains thèmes que j'ai trouvés dans le roman. J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Peut-être je me présente d'abord. Je m'appelle donc Antje Zitten. Je suis professeure agrégée au département d'études françaises, hispaniques, italiennes à UBC. Euh, je suis aussi la directrice du Centre de la francophonie à UBC depuis juillet, donc c'est encore assez récent. Et normalement, moi, j'enseigne les littératures francophones, donc je me concentre sur tout, sauf la France métropolitaine. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait dans mon sujet. Moi, je parle plutôt de littérature libanaise, africaine, antillaise, etc., canadienne aussi, un peu de Vietnam. Mais je voulais vous dire pourquoi on parle de ce roman ce matin, parce que c'est quand même pas évident, hein. Pourquoi cette dame choisit une lecture aussi lourde un samedi matin? D'abord parce que le Centre de la francophonie a participé au prix Goncourt, au choix Goncourt Canada. Donc, comme vous savez, vous connaissez le prix Goncourt qui est décerné en France. Et suite à l'annonce du gagnant, dans ce cas-là, c'était Jean-Baptiste Andréa qui a eu le Goncourt 2023. Suite à cette annonce, on va faire un choix Goncourt dans d'autres pays francophones. Et c'était la première fois que le Canada a participé à ce choix Goncourt. Et donc, le Centre de la francophonie a dit, OK, UBC, on fera partie. C'est
Ouais, c'est une sélection faite par plusieurs universités à travers le Canada, finalement. Donc, UBC, on a fait partie à travers le Centre de la francophonie. On a trouvé 6, 7 étudiants et une professeure qui ont donc chaque mois euh, parlé d'un des 4 finalistes du concours. Et Katie, qui est là aujourd'hui, elle faisait partie de ce groupe. Donc, on a déjà parlé de Triste Tigre avec Katie. Et notre choix à nous de UBC, c'était notamment Triste Tigre. Et ensuite, il y avait une étudiante et la professeure qui sont allés à Ottawa, invités par l'ambassade de France. Et c'est là où tous les représentants, représentantes des universités canadiennes ont choisi leur concours. Et c'était Triste Tigre. Donc, ça veut dire que le Triste Tigre, c'est vraiment le choix concours du Canada et plein d'autres pays. C'était pas le seul. Donc, je voulais juste vous montrer un peu ce qu'on a lu, les 4 finalistes la dernière fois. C'est peut-être aussi une suggestion de lecture pour vous. Faut dire que c'était quand même, tous les livres étaient assez longs, hein, beaucoup de pages. Donc, c'était beaucoup de travail pour les étudiants. Et je vais juste partager mon écran pour un petit PowerPoint. Et dites-moi juste si vous voyez ce que je vois. Ouais. Donc, on avait lu Sarah Suzanne et l'écrivain de Eric Reinhardt. C'est un livre finalement sur la procédure de l'écriture. Il y a une femme, Sarah, qui raconte une histoire à un écrivain et c'est lui qui va le transformer en texte, en fiction finalement. Et dans ce texte, il y a beaucoup d'allers-retours entre l'histoire de Sarah et l'histoire de Suzanne, dont son alter ego dans le texte de l'écrivain, au point qu'on on se perd un petit peu, on ne sait plus qui est qui. Et je trouvais, et je pense que notre groupe trouvait que c'était vraiment un roman assez intéressant et très original par rapport à l'écriture, hein. Vraiment, la démarche esthétique était très intéressante. On a lu ensuite Humus de Gaspard Koenig, vous avez peut-être entendu parler de lui. Il a aussi eu plusieurs choix Goncourt dans d'autres pays, je me rappelle plus desquels, mais c'était un livre que moi j'ai beaucoup aimé. C'est sur 2 jeunes qui prennent finalement, qui se rencontrent à la fac, qui prennent des voies très différentes. Il y en a un qui se retrouve à la campagne, qui essaye de revitaliser la campagne en utilisant des méthodes plus écolo pour faire l'agriculture. Il y a une histoire d'amour entre les deux. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce roman-là aussi. Ça m'a fait vraiment plaisir de le lire. Un vrai coup de cœur pour Veiller sur elle, c'était le Goncourt de Jean-Baptiste Andrea. Oui, il est gros comme ça, le livre, donc il y a de quoi à lire. Moi, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est sur le monde de l'art, c'est sur un sculpteur qui est de petite taille, qui ne va pas grandir, qui crée une sculpture sans égale. C'est vraiment un génie. Et on se trouve en Italie. L'arrière-plan, c'est l'Italie de Mussolini. Donc, il y a beaucoup de discussions qui est complice, qui n'est pas complice du régime Mussolini, etc. Donc, il entre dans une grande famille très riche en Italie pour laquelle il travaille, mais il doit faire ses choix finalement à la fin. Il tombe amoureux de la fille. Donc, pour moi, c'était un très beau roman, surtout parce que c'est normalement pas ce que je lis pour mon travail, en tout cas. Et je pense que les étudiants l'ont bien aimé aussi. Et puis finalement, le quatrième livre, c'était Triste Tigre, donc de Neige Sinon. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches sur elle, parce que je ne la connaissais pas avant, je dois vous avouer. Donc le livre est quand même très récompensé. Comme vous avez vu, il a eu le prix Goncourt des lycéens, le prix féminin 2023, plein de choix qu'a Goncourt dans des pays francophones. Et elle est donc née en 1977, donc elle a à peu près mon âge. J'ai lu aussi qu'elle a un père libanais, que je ne savais pas. Elle a grandi dans les Hautes-Alpes. Et c'est là où je sens
une certaine complicité, c'est elle a étudié la littérature, elle a fait un doctorat en littérature américaine à Aix-Marseille, à l'université Aix-Marseille. Elle a vécu à l'étranger, elle a étudié aux États-Unis, au Mexique, et comme elle mentionne dans le livre, elle vit présentement au Mexique. Et elle travaille comme traductrice et professeure d'université. Il y a aussi récemment, récemment, en novembre 2023, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, son livre a été retiré des étagères d'une bibliothèque en Bretagne, d'une bibliothèque d'un lycée. Et donc, elle s'est rendue sur place pour contester cette décision de la directrice. Et elle disait, et je la cite, de retirer un livre sur l'inceste d'une bibliothèque est une violence supplémentaire qui encourage le silence. Dans un lycée de 1700 élèves, ces abus concernent 170 adolescents. Ce chiffre est sidérant. Et donc, je ne sais pas si on l'a remis à la bibliothèque, honnêtement, mais j'ai vu cette histoire dans, dans les nouvelles, dans les journaux français. Et peut-être vous donner aussi juste un petit aperçu de la situation en France. Donc, son livre est sorti en 2023. Il y avait vraiment un événement social, politique assez important. Je me demande s'il a eu une influence sur l'écriture de son texte. Elle le mentionne dans son livre. Et c'est cette histoire de Camille Kouchner, le livre qui est sorti en 2021, en janvier, je crois, publié par Seuil, donc vraiment une grande maison d'édition, qui s'appelle La Famiglia Grande. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Donc, en haut, on voit Camille Kouchner. Et en fait, dans ce livre, elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, qu'on voit en bas sur la photo, d'avoir violé son frère jumeau, qu'elle appelle Victor dans ce livre. Et donc, Olivier Duhamel, c'était quand même un grand personnage, ou c'est toujours un grand personnage, disons, connu en France. C'est un politicien, c'est un professeur d'université, il a eu un professorat à Sciences Po, donc cette grande école à Paris. Il était animateur, donc il était vraiment connu du public en France, et donc c'est sorti que dans ce livre qu'il a abusé de son beau-fils, finalement. Et dans ce livre, elle raconte l'histoire de son point de vue et aussi le fait que son frère et elle ont parlé à la mère. On lui a dit, voilà ce qui se passe. Et la mère a décidé de se taire. Donc de plus protéger le beau-père ou son mari, disons, mais pas son fils. Et il semble qu'il y avait plusieurs amis de la famille qui étaient au courant, mais qui n'ont rien dit. Tout pour éviter le scandale. Et ce livre, c'était vraiment comme une bombe. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie, dans certains cercles en tout cas, une vraie banalisation de la pédophilie, de l'inceste. Et que ça peut arriver dans n'importe quel cercle, parce que là, Duhamel et compagnons, ce sont des intellectuels à Paris, de Sciences Po, de gauche, parce que lui, il était membre du Parti socialiste. Donc, ça peut arriver dans ces cercles, évidemment. Et puis, ouais, c'est banalisé. Ça semble normal. Et donc, c'était vraiment un gros choc en France. Et donc, je me demande si cette situation-là, cette controverse, mais aussi cette conversation dans la société française l'a poussé peut-être à travailler sur sa propre histoire. Je peux pas le confirmer, mais voilà, c'était un peu ce qui est arrivé en 2021 en France. Je vais arrêter le partage. Donc, ouais, ok. Jennifer, très bien. Je recommande la veiller sur elle. Très, très beau. Donc ça, c'est un peu mon introduction au sujet. Comme je vous ai dit, c'est un livre très récent. Il n'y a pas énormément d'articles et d'analyses sur ce livre pour l'instant. Donc, je vous propose en fait de faire un premier tour
et de voir quelle a été votre réaction. Parce qu'il s'agit quand même d'un livre lourd, d'un texte assez lourd. On ne peut pas parler de roman, on va revenir au genre de ce texte, parce qu'elle parle plutôt de témoignages, ce n'est pas un roman, ce n'est pas de la fiction. Et je vais peut-être commencer parce que j'ai aussi choisi ce livre-là parce que la lecture m'a marquée. Je ne vais jamais oublier où et quand j'ai lu ce texte. Et c'était dans un avion. Moi, quand j'enseignais pas à Vancouver, j'habite à Québec. Et donc, j'ai pris, je sais pas, en janvier 2024, cette année, un avion de Québec à Vancouver, vol direct 5 heures. Et j'ai terminé le livre pendant ces 5 heures. Je pouvais pas je pouvais pas le remettre dans la poche d'avant, dans le siège là. Puis j'étais tellement plongée dans ce texte que ça vous arrive peut-être aussi parfois que j'ai oublié où j'étais. Donc il y avait deux, trois reprises, j'ai dû manger quelque chose et j'ai dû ressortir du texte. Il fallait que je me rappelle où je suis. Oui, c'est un avion, je suis en train de voler. Tellement j'étais happée, captivée par ce qu'elle raconte. La forme, donc le format qu'elle choisit, mais aussi le contenu. Parce que pour moi, c'est un livre qui est très, très singulier. La manière dont il est écrit, c'est que c'est un livre qui dérange, qui est malaisant. Moi, j'ai eu, je sais pas vous, mais moi, j'ai eu plusieurs passages où je pouvais pas vraiment lire là. Je suis passée un peu plus vite dessus. Mais c'est très intense. Je pense que c'est vraiment très bouleversant. Voilà, ça c'est vraiment une lecture difficile, mais édifiant et une lecture qui me prend par les tripes, je trouve. En tout cas, c'était mon cas. Donc, si vous avez vu, est-ce que tout le monde a lu le livre ou je sais pas si. Donc, je sais que Katie l'a lu, par exemple. Je vois Nona. Est-ce que vous avez lu le livre? Je vous vois. Oui. Et Doug, vous aussi, est-ce que vous l'avez lu? Ah, vous êtes toujours ce mute. Enfin, c'est ça. Donc, j'ai vu que Jennifer l'a lu, les autres aussi, Anna, Nidana, Grace, Natalia. Ah, le livre est arrivé ce matin. OK. Donc peut-être un premier tour. Et franchement, je vais faire comme à l'université. Je vais vous demander de dire quelques mots parce que c'est pas moi qui va parler tout le temps. Je suis pas là pour faire un cours magistral. Donc on va quand même commencer par Katie parce qu'on en a déjà parlé. Juste sans analyse, juste est-ce que tu te rappelles quelle était ta réaction à toi à ce livre-là? On en a déjà parlé un petit peu avant, mais ouais. Je me souviens que la narration était très directe et que la neige, sinon, a vraiment parlé au lecteur et questionné comment serait la bonne manière de partager son histoire sans trop déstabiliser les gens, mais aussi de faire un témoignage comme complète parce que c'est un sujet qu'il faut discuter pour éviter des situations similaires au futur. Et Mhm. je me souviens aussi que c'était assez multi-genre avec de la poésie et des extraits de notes du tribunal. Donc, cela, c'était quelque chose d'unique que je ne vois pas beaucoup dans les livres. Ouais, c'est vrai. On va parler un peu d'intertextualité, du genre, Mhm, mhm. plus tard, un peu le style, voir ce qu'elle a choisi, parce qu'elle en parle beaucoup tout le long du livre. Elle commande sa propre réflexion sur l'écriture de ce texte-là. Ouais. Nona, est-ce que je prononce bien votre nom, Nona? Si vous pouvez mettre votre microphone et nous dire juste deux, trois mots sur la première réaction à ce texte lors de la lecture. Ah bon, j'avoue que ça fait je l'ai fini il y a 2 ou 3 mois, Ok, juste ça après. fait déjà, Oui, oui. oui, 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 oui. Alors, il faut que je fouille un peu dans ma mémoire, mais est-ce que je peux attendre un tout petit peu?
pour rassembler Oui, mes pensées. oui, bien Pour sûr. dire que en ce moment, je me sentais un peu submergée par le sujet parce que j'avais choisi de lire Le consentement sur Gabriel Matsaev, je crois, et Ok, la petite fille, et oui, aussi L'inceste de Christine Angot. ok, Donc, avec oui, les trois, oui. et franchement, c'était pénible pour moi. Mhm, mhm, Terminer ce livre, j'ai dû vraiment m'efforcer de le lire parce que, comme vous avez dit, c'était très lourd mhm. et les conséquences sur l'écrivaine Oui, oui, étaient à peine supportables pour moi. ouais, ouais. Parce que là, on n'est pas dans la fiction, on sait que c'est un témoignage, donc c'est vrai qu'on pense toujours aux séquelles que ça a Oui. sur la victime. Elle en parle beaucoup, de cette relation de pouvoir entre bourreau et victime. Ouais. En même temps, il faut reconnaître qu'elle a surmonté beaucoup des obstacles ou des blessures Oui, que cette expérience lui avait apportées. ouais. Et Et ça, si c'est on pense tellement que, admirable. ouais, c'est ça, parce que ça a quand même appris que 30, presque 40 ans pour écrire ce livre, hein. Donc, c'est pas un processus qui se fait très, très vite. Elle a passé par plein de phases différentes, j'imagine, pour arriver finalement à l'écriture d'un texte sur ce qui lui est arrivé finalement. Donc, ouais, elle a fait beaucoup de travail elle-même parce que je pense dans les livres, elle mentionne qu'elle a jamais fait de psychothérapie, de thérapie en général. Donc moi, ça m'a vraiment étonnée. Donc elle a passé, elle a fait tout ce travail elle-même, on a l'impression. Oui. Euh, donc oui. Donc voilà, merci beaucoup Mais, Nona. ok. Si vous voulez ajouter quelque chose, Désolée de ne pas avoir quelque chose de précis à vous dire. écoute, chacun vit sa lecture différemment et c'est vrai que si ça fait 2, 3 mois, ça fait un petit bout, c'est pas si frais que ça. Moi, je l'ai relu pour ce club de lecture, évidemment, donc tout J'aurais est dû. fait. Mais peut-être que des choses vont me venir à l'esprit au Oui, cours oui, et c'est ça. puis On je verra. pourrais On aura le temps vous en partager. Bon, merci. Exactement. On va faire comme ça. Donc, on réessaye peut-être, Doug, Et encore, vous êtes sur mute. Il faudrait que vous appuyez sur le... Doug, on vous entend pas. Il nous entend? On vous entend pas, Doug, parce que vous êtes toujours sur mute. Il faut ouais, cliquer. OK, d'accord. Euh, donc, Anna, donc le livre est arrivé ce matin. Jennifer, vous avez lu le roman, non? Oui, je l'ai lu. Et Alors? oui, j'ai pensé beaucoup à vous et à votre choix du livre en le lisant là, parce Ouais. que c'était, oh là là, c'était difficile quoi. Oui. Et le sujet était de plus en plus horrible quand on a débuté. C'était OK, je comprends, et ça a empiré. Mais ce qui Mhm, m'a frappé le plus, c'était que ça a duré depuis tant d'années. Comment est-ce mhm, que ça c'est possible? Et elle a survécu ça. Oh, mhm, ouais, c'est vraiment impressionnant d'un point de vue, mhm, horrifiant de notre point de vue. mhm, Et aussi, euh, je ne sais pas si j'aurais pu le finir, en fait, sans son style d'écriture. C'était oui. ça qui m'a emporté, disons ça, euh, en le lisant. Parce que Mhm, sa façon d'écrire, c'est si belle. mhm, J'adore. C'est mhm, franche, mais c'est aussi, il y a une poésie dans son texte que j'ai beaucoup appréciée. Alors, c'était ça qui m'a stabilisée, si on peut dire ça, pour être capable d'entendre toutes les histoires et de digérer ce qu'elle disait. mhm. Mais c'était un très bon choix, en fin de compte.
je vous remercie pour ça. C'était vraiment une expérience. Et, et c'était aussi hyper intéressant. Et je ne lis pas des, comment est-ce qu'on dit, mémoires, c'est quoi en Oui, français? oui, oui. Mémoires? Ouais, les mémoires. C'est Elle appelle témoignage, c'est ce qu'elle dit très souvent dans les entretiens et aussi dans le livre. Ouais, mémoire. En tout cas, c'est un récit autobiographique, hein, on s'entend. et euh, Donc, vous lisez pas ça très souvent, c'est plus la fiction, normalement? oui, Oui. oui, Mm. exactement. Alors, oui, c'était juste frappant. Et la Mhm. question qui est toujours, même maintenant dans ma tête, c'est que pourquoi ça l'a pris tellement de temps pour faire le procès contre le beau-père. Les Donc, beaux-pères? ouais. Alors, je sais que dans le livre, elle dit que c'est parce que ses, euh, ses frères et sœurs étaient au même âge qu'elle Mhm. quand les abus ont débuté. Mhm. Mais même ça, je me questionne que si elle pouvait arriver, peut-être que c'était juste une question de temps, je ne sais pas, si elle pouvait arriver au moment où c'était possible pour elle de faire tout ce qu'il faut faire au niveau émotionnel et au niveau légal, etc., de commencer ce procès et d'être capable de mettre au grand jour les faits, en fait, de divulguer ça, parce que c'est hyper personnel. Mhm. Euh, Mhm. c'est juste pourquoi elle ne le ferait pas pour elle-même avant. Mm. Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'elle dit toujours, et elle se répète, et vous l'avez peut-être remarqué, elle se répète beaucoup dans ses livres, mais elle répète toujours que c'est pour les autres, hein, c'est pour les frères et sœurs, euh, c'est vrai. Ouais. Merci Jennifer de cette première impression. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient en parler de juste leur première impression euh, Si vous me permettez, j'aimerais Oui. juste rajouter que j'ai trouvé très impressionnant le portrait de son père. De son père. Mhm. C'était vraiment en 360. Euh, C'était une analyse assez approfondie Mhm. de de sa psychologie. Mhm. Et, bon, je trouvais ça assez singulier parce que les autres livres que j'avais lus jusqu'à ce point-là ne proposaient pas de portrait aussi réel, aussi crédible. Mhm. Mhm. Non, c'est vrai. Et on va parler du beau-père dans quelques instants parce qu'elle en donne deux portraits hein, au début du livre. Le livre s'ouvre finalement sur les portraits Oui. du beau-père. Il y en a deux. Il y en a un plus objectif. Elle essaie vraiment de le regarder avec une certaine distance et puis elle arrive pas. Et puis elle donne. Le traitement est très approfondi, très intéressant. Ouais, ouais, c'est vrai. Paula, vous avez levé votre main. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je m'appelle Paula. Je suis pas maintenant à Vancouver. Ah, ah. J'ai participé euh, au groupe de choix Goncourt du Brésil depuis Ouh, 2021. ok. Et à cette année, malheureusement, l'université où je participe généralement, ils ont fait un échange. Donc, je pense que c'est la même chose que ça se passerait ici au Canada. Donc, les universités, de temps en temps, elles changent pour que tous les universités ont Mhm. l'opportunité de participer Oui, du processus de choix. oui. Et à moi, c'était vraiment très triste parce que j'étais un peu habituée à faire la lecture des sélections. Et donc, ça a été très important d'avoir cette opportunité ici de faire la lecture, participer maintenant avec vous d'une discussion, parce que le livre, c'est vraiment un livre très étonnant. Je Mhm. pense que c'est un livre qui nous sert socialement, euh, principalement parce que, et ça c'est
À mon avis, ce que m'a beaucoup attiré l'attention, Mhm. c'est le fait que l'autrice, elle dit elle fait témoignage de quelque chose qui s'est passé avec elle-même. Donc, si on imagine la figure d'un témoignage, c'est toujours de quelqu'un d'autre, oui, qui participe, qui voit ou qui peut avoir cette, comment est-ce que je peux dire, en interaction, mais c'est pas la personne victime. Ouais, Mhm. donc, et quand elle se met à se plaindre de témoignages, c'est comme si elle sort d'elle-même, ouais, de la propre perspective euh, de quelqu'un qui a vécu, qui était la victime de ce terrible crime. Ouais. Et donc, je pense que ma première impression, c'était vraiment euh, d'une surprise. Ça Mhm. m'a beaucoup étonnée. Oui. Oui, de comprendre en fait que il y a cette possibilité à travers la littérature, ouais, de sortir de la place des victimes. Mhm. Et donc, ça, oui, ça a été vraiment très important. Et je me rappelle, l'année passée, on a fait la discussion de Les voyages dans l'Est de Christine Argot. Et Mhm. c'était personnellement la choix que j'ai fait pour les groupes que je participais. C'était pas le choix finalement, au dernier vote, ouais. Mhm. Mais c'était euh, encore ce sujet que je pense que c'est très important. Je pense que pour la société, en fait, c'est quelque chose que c'est toujours présent. On a quelques pas qu'on peut vérifier dans les mondes qui sont en train d'être donnés, ouais, contre cette violence permanente. Ouais. Mais Mhm. je me rappelle que quand j'ai fait mon inscription pour participer aujourd'hui de cette discussion, il y avait là quelque chose qui se passait en France. C'était là les débuts du cas de Dominique P. Je ne sais pas Mhm. si vous avez eu l'opportunité d'accompagner, mais c'était au début de 7 mois. Et donc, c'était euh, quelque chose que c'était comme une coïncidence dans les temps d'avoir Mhm. oui, des nouvelles, des nouveaux faits, en fait, Mhm. euh, qui sont, en fait, c'était la confirmation de cette position de la femme comme un sujet toujours victime, oui, à travers la sexualité, oui. Et donc, oui, donc c'était ça ma première impression. Mhm. Euh, euh, et il faut que je dise beaucoup, merci beaucoup, oui, pour pouvoir ouvrir cet espace-là, parce que c'est vraiment un livre très important et je pense que il mérite, oui, l'espace qu'il y a maintenant des discussions Mhm. euh, à partir le choix en cours. Ouais. 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 Merci. Merci beaucoup, Paula. Je voudrais... Oui, Doug, oui, allez-y. oui, oui. Maintenant, on vous entend. Yay! Maintenant, ça va. Ça Bonjour. marche. Je Allez-y. m'appelle. Merci. Je m'appelle Doug. Euh, j'apprends le français. Euh, Mhm. je parle au niveau B1 et je n'ai pas lu le livre. Je suis Mhm. désolé. C'est ma première fois en publication. Mhm. C'est tout. OK. Mais Doug, si vous êtes étudiant à l'Alliance, je vous confirme que ce livre est sur... Enfin, là, on le voit pas parce que Ouais, il est ouais. sur les étagères de notre médiathèque, donc je vous invite à l'emprunter parce que jamais nous le retirerons de nos rayonnages. Je confirme que c'est un livre nécessaire qui, bah, comme le disait Paula aussi, qui tristement résonne avec l'actualité, mais qui, enfin, comme le dit Neige Sino aussi, c'est une actualité en fait. Qui est lié aussi à la libération de la parole. Mhm. Mais pourtant, ça est toujours, c'est une triste réalité qui existe depuis toujours, mais que petit à petit, on écoute
de plus en plus les victimes et je pense que ce genre d'espace de discussion et de littérature et de témoignages et de personnes qui osent prendre la parole malgré ce sentiment de honte qui Mhm. repose sur les familles des victimes, les victimes, et cetera. Je pense que c'est important et du coup, bref. Je vous Mhm. invite à venir l'emprunter et le lire, après cette discussion. Mhm. Merci, merci beaucoup. Mhm. Et je pense, dans une certaine manière, on devrait faire l'effort de le lire, de s'intéresser à ce sujet, parce qu'elle a mis tellement d'efforts et d'énergie et de souffrance dans ce livre pour l'écrire. Elle parle dans le livre de cette solitude depuis la plainte qu'elle a posée, que les gens se sont détournés d'elle, alors que c'est elle la victime, par exemple. Et je pense que moi, je sais pas, j'ai pas aimé lire ça. C'est la réaction des gens finalement à la plainte, au procès, puis peut-être aussi à l'écriture du livre. Mais je pense que c'est important de s'y intéresser et de soutenir ça parce que franchement, c'est immonde ce qui lui est arrivé. Hein. Donc, et comme on a déjà dit, elle a quand même du courage de le faire parce qu'au fond, elle veut pas le faire. Ça, et c'est malaisant pour elle de parler d'elle-même dans ces termes-là, de publier ça. Elle n'aime pas ça. Donc, c'est un peu contre son gré qu'elle le fait, mais en même temps, c'est important qu'elle en parle. Ouais. Je voulais peut-être donc commencer par le commencement, et ça, c'est quand même le portrait du beau-père. Et comme je viens de dire, au début du roman, on a deux portraits. Donc, elle commence, je pense que ce sont juste, j'ai même pas le livre à côté de moi, deux, trois pages où elle essaye de décrire le beau-père dans des termes très objectifs. Est-ce que vous vous rappelez comment elle le décrit au début, tout au début, où elle essaye de rester à distance de, du bourreau finalement qu'elle décrit dans les premières pages. Il a comment, lui, le beau-père? Est-ce qu'elle ne parle pas de son parcours, de sa carrière en tant que Oui, guide et oui, 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 oui. juste les faits sur sa vie? Ouais, ouais, complètement. Donc, je pense qu'il travaille comme guide de montagne quelque part. Donc, elle est décrite de façon, bah, elle essaye en tout cas. Il est athlétique, il a beaucoup d'énergie. Je pense qu'elle parle toujours de son charisme hein, qu'il exerce sur les autres. Je pense qu'il est pas, il est pas laid, disons. Je pense que c'est un peu l'impression qu'on a. Il est grand, etc. Donc, il aime les jeux de société. Elle écrit, il a facilement des coups de soleil. Et donc, voilà, elle essaie pendant deux, trois pages de rester objective. Et à un moment donné, elle a dit, bon, j'arrête là, j'ai essayé, je suis plus capable. Et là, elle se reprend et elle recommence. Mais cette fois, c'est un autre portrait du beau-père. Donc, elle reprend certains éléments qu'elle a déjà mentionnés, par exemple, qu'il aime les jeux de société, mais elle va révéler que finalement, il est très colérique. Quand il perd, bah, il va se mettre dans tous ses états, puis il va balayer de la main tout le jeu de société, ça va voler dans la pièce. Elle révèle qu'il est très, très autoritaire, il est jaloux, il veut contrôler tout le monde. Finalement, la famille a un peu peur de lui. On essaie toujours de le satisfaire, de lui faire plaisir pour qu'il ne s'énerve pas finalement. Donc, c'est dans ce deuxième portrait qu'on va connaître un peu plus sa vraie personnalité. Euh, et elle dit, et je vous cite aussi du livre, d'abord, j'essaie de coller à une certaine vérité objective, donc c'est le portrait 1 qui m'échappe, malgré les photos, les souvenirs qui subsistent. Ensuite, évidemment, c'est impossible parce que c'est lui. Donc, elle n'est pas capable de faire un portrait objectif. Elle a essayé, ça ne marche pas. Donc, elle passe à une autre étape où elle le décrit, comme j'ai dit, quelqu'un qui contrôle, qui est jaloux, autoritaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi cette scène où on lui offre un journal intime, un petit livre, elle commence à écrire là-dedans, sachant que probablement son beau-père va le lire. Et il le fait, il le lit. Et sa réaction à ça, c'est, je ne veux pas me rendre encore plus vulnérable. Donc, je vais brûler le journal intime hein, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas se révéler encore plus à son beau-père, ses pensées intimes.
qui lui appartiennent finalement. C'est la seule chose qui lui appartienne, c'est ses pensées à elle. Et elle ne veut pas les exposer au beau-père. Et ce que je trouvais intéressant dans ce portrait du beau-père, c'est aussi l'opinion des autres. Plus tard, quand il y a le procès, je ne sais pas si vous vous rappelez, et ça, pour moi, c'était choquant, qu'elle a été capable de trouver 2 personnes qui vont témoigner en sa faveur, alors qu'il y a une dizaine de personnes pour le beau-père. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'étais vraiment, vraiment choquée. C'est juste pas possible. Et puis, à la page 57, et c'est là où on sent un peu peut-être le cynisme ou le sarcasme. Il y a une femme qui le décrit vraiment comme quelqu'un qui est super bien, finalement. Et c'est Neige Sino dans ce livre qui dit à la page 57, elle aurait bien aimé avoir un agresseur comme lui, en gros, parce que voilà, c'est quelqu'un de si bien et de si charismatique, etc. Voilà, donc si tu veux avoir un agresseur, c'est ce genre de type, parce qu'au fond, il est bon. Donc ça, ce sont des commentaires ou des situations que moi, je trouvais, c'est vraiment difficile à accepter que le monde réagisse comme ça. Je ne sais pas si vous avez des pensées là-dessus, mais moi, je trouve ça choquant. Je vous laisse peut-être 2, 3 secondes pour... Il avait une autre exigence morale. Voilà, ça c'était... c'est ce qu'elle écrit elle ou ce qu'on dit de lui finalement. Alors, c'était quelque chose que je me rappelle qu'elle disait. Ouais. Et juste pour complémenter, parce que cette fascination que les personnes avaient par lui, Mhm. c'était donc peut-être complémenté aussi par cette perception de cette exigence morale que, au fond des comptes, c'était juste l'ironie, ouais, ou Mhm. l'hypocrisie de lui-même. Oui, oui, oui. Et je me rappelle du contexte maintenant parce que c'était quelqu'un qui aidait beaucoup les autres, qui a sauvé parfois des personnes perdues dans la montagne. Et je pense que c'est dans ce contexte-là. Et il y avait une autre, moi j'ai oublié ce qu'il disait, mais c'est vrai qu'il avait un sens de la justesse. En fait, c'est ce qu'il disait de lui-même. Oui, oui, tout à fait. Euh, oui, et quand il parle, ou bien quand elle parle du début des relations qu'elle était en train d'arriver à ce moment de l'adolescence. Donc, il y avait un type d'imposition morale, pas Mhm, condisant avec avec lui, oui, avec le comportement. mhm. Donc, oui. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. D'autres C'est commentaires sur... c'est pas oui, si Monia. rare que c'est pas si rare que ça, il me semble. Mm, J'entends souvent des descriptions de bon, par exemple, même avec ce procès mhm. qui se déroule maintenant en France, Oui. plusieurs hommes ont été présentés comme étant des gens bien, Mhm, très gentils envers leur famille, mhm, etc. Alors, mhm, les personnes sont très complexes et elles ont plusieurs visages. mhm. Ils se Oui, pré- oui. on se présente d'une façon différente selon le Mm, contexte. mm. Et- Mais ça pose quand même la question, si on sait que c'est un violeur d'enfants, pourquoi tu prends le côté, pourquoi tu viens Oh, au ouais, procès pour le c'est si défendre? grave, oui, c'est si Ouais, grave. c'est Pourquoi? c'est là où elle se Vous pose la avez question. raison, oui, oui, Comment oui. c'est possible? Je veux dire, et moi, je me Continue. suis posé la même question, mais imaginez pour quelqu'un c'est peut-être aussi des gens qu'elle connaît et qui vont pas soutenir elle, mais qui vont se mettre du côté du beau-père. Ça doit être une déception, frustration, une déception énorme. En plus, tout ce qu'elle a déjà vécu. Ouais, tout à fait. Et quand il Finalement, s'agit d'un enfant, oui, ouais, 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 tout à fait. Et si on parle de la mère, peut-être un petit peu, qu'est-ce que vous retenez du portrait de la mère de Neige? Quelle est sa réaction, par exemple, à... J'étais déçue. J'étais très déçue par la mère. C'est ses propres enfants, quoi. Oui. Et je me demandais comment c'était possible que mère ne croyait pas ses propres enfants.
au moins commencer une investigation, des questionnements, de regarder de plus près, quoi. Mais ouais, j'ai perdu tout le respect pour elle au- presque au début, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, pas possible. Ouais, ouais. Mais le déni, c'est une force très forte, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'autres réactions à la posture de la mère? Elle en parle un petit peu aussi, cette relation qui devient conflictuelle. Elle lui en veut beaucoup, je pense, à la mère. Mais elle dit toujours, oui, la mère est coupable, mais elle m'a pas violée. Donc, elle le sait aussi que c'est pas elle le bourreau, c'est pas la mère. Mais d'après, si je me rappelle bien, c'est la mère, elle est restée quand même encore 1 an avec le beau-père avant de séparer de lui finalement. Donc, et finalement, c'est la mère qui porte plainte avec Neige. Donc, elle fait aussi tout un cheminement, j'imagine. Mais ouais, c'est ça. C'est une réaction qui est difficile à accepter en tant que lectorat, je crois. Est-ce que vous vous rappelez aussi un peu du milieu dans lequel elle grandit, Neige? C'est quand même un milieu assez particulier. On parle de classe ou de région. Qu'est-ce qu'elle nous dit de son milieu? Si je peux me permettre, du coup, c'est un Oui. milieu très, très pauvre et très. Elle parle beaucoup de ses parents, enfin, de son père et même de son beau-père comme des hippies et des gens qui ont Oui. une vision vraiment très. Ils veulent être proche de la nature et avec cette vision de on va avoir notre maison, la retaper et vivre au plus proche avec notre potager, etc. Un côté très et Mhm. qui ils ont vécu dans la ouais dans une certaine misère aussi où je me rappelle elle parle de cette scène où sa mère l'envoie avec sa sœur aller acheter à l'épicerie des produits qu'elles doivent demander à l'épicière de les mettre sur Mhm. l'ardoise et ce qui est qui provoque un sentiment de honte et du coup une certaine Oui. une aigreur et envers sa mère qui envoie ses propres filles le faire peut-être parce que sa mère n'ose pas le faire elle-même. Et ce Mhm. que je trouvais intéressant aussi, c'est ça, de ce côté aussi dans son écriture, il y a un côté très brut, mais aussi Oui. très poétique, où elle va aussi faire référence à d'autres auteurs et autrices, où elle parle d'Annie Ernaux et qu'elle a été déçue de voir qu'Annie Ernaux venait d'un milieu que son père était épicier ou quelque chose comme ça, et qu'elle se dit, mais pour moi, les épiciers, c'est des bourgeois, et parce qu'ils ont ce pouvoir sur le peuple de leur dire, oui, tu as le droit, enfin, c'est moi qui contrôle ton pouvoir basique de pouvoir te nourrir. C'est un peu, et toujours ce parallèle un peu et ces contradictions, et, enfin, par rapport aussi à cette situation de misère, enfin, je crois qu'il y a un moment aussi où, où elle fait le lien entre, dans son groupe d'amis, des gens qui ont fini avec des maladies, qui sont morts jeunes ou qui ont eu des cancers très jeunes, qui sont rattachés. Enfin, un de ses amis lui dit, mais tu te rends compte que c'est toi et ce copain qui venait des milieux les plus défavorisés et avec des enfances des plus difficiles, et c'est vous qui vous retrouvez avec un cancer à 35 ans, avec un Mhm. lien un peu voilà, entre une situation même médicale et des origines sociales plus difficiles. Bref, dans Mhm. les... Mhm. Ouais, ouais. Ouais. D'autres commentaires par rapport au milieu, parce que je vais revenir à Annie Ernaux. Je trouve ça vraiment très intéressant ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et je pense qu'elle parle toujours de pauvreté choisie. Donc, c'est vraiment des gens qui voulaient ce genre de style de vie. Bon, bah, j'imagine qu'ils pensaient que la rénovation de la maison, ça irait plus vite. Puis, elle parle toujours du fait que tout le monde se partageait la même chambre. Puis, à un moment donné, ils vivaient dans la cave ou dans l'escalier. En tout cas, c'est pas très...
ouais, accueillant comme description de la maison, je dirais. Puis, mais je trouvais cette référence à Annie Ernaux très intéressante aussi. Donc, elle a écrit, par exemple, La honte, notamment, où Annie Ernaux parle de ses origines, qui sont, dont elle a honte parce que ses parents sont des épiciers. C'est ça, ils ont une épicerie. Mais elle voit en comparaison au milieu qu'elle intègre plus tard en tant qu'étudiante. Donc, elle voit en comparaison aux intellectuels à Paris. Donc, elle a les origines d'une famille qui n'est pas éduquée, etc. Mais je trouve ça vraiment très, très intéressant que Neige Sino dit que finalement, il y a pire que ça, hein. Il y a des épiciers pour elle, comme tu dis, Fanny, c'est des bourgeois quoi, qui ont de l'argent qui ne doivent pas quémander ou demander de mettre quoi que ce soit sur l'ardoise. Donc, j'aimais bien cette critique de Annie Ernaux. Mais bon, chacun, c'est relatif, hein, c'est la classe, on se voit toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais. Parlons peut-être un peu d'intertextualité parce que c'est vraiment très évident, hein. Elle est très évidente dans ce texte. Elle fait tellement de références, elle conjugue tellement d'études, des photos, des films, d'autres textes, romans ou non-fiction ou fiction. Est-ce qu'il y a un texte à part Annie Ernaux qui vous vient à l'esprit, qu'elle utilise vraiment pour euh, construire son récit, pour réfléchir au sujet de l'inceste? Surtout au début, je pense, il y a un livre qui est très présent. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Personne. Il y a le roman Lolita de Nabokov, Ah bon, oui. qu'elle Oui, mentionne, oui, 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 je oui, pense, surtout au début. Est-ce que oui. quelqu'un peut nous dire de quoi ça parle? Comment elle le représente dans son texte, ce roman, cette fiction? Pourquoi elle convoque ce texte dans son témoignage? Je je me rappelle pas forcément, mais euh, je pense qu'elle essaye de faire en parallèle, en type Mhm, des comparaisons, justement pour démontrer comment la fille, la femme, mhm, euh, elle n'existe pas, il n'y a pas de voix. Et je mhm, me rappelle qu'elle fait une critique. On dit encore que ça c'est en roman, mais en fait, ça c'est, elle dit qu'on ne peut pas appeler roman s'il n'y a pas de l'amour, car finalement, Lolita, elle a pas, elle a violé, et donc même si son violeur essaye de montrer qu'il y a une relation euh, en sentiment, mhm. il n'existe pas finalement. Donc, je pense qu'elle dit, elle fait un type de résurrection de Lolita plusieurs fois, mais Mhm. je pense que ça, c'était ce qui m'a tiré plus l'attention. Ce Oui. type de comparaison, comme si, pour dire, elle n'existe pas, Oui. elle, Neige, elle n'existe pas dans une relation. C'est juste la violation, c'est juste, oui, le Ouais. crime. Oui. Oui. Et est-ce que vous vous rappelez, donc, c'est qui prend en charge la narration dans Lolita? C'est Humbert Humbert. Yeah, C'est c'est le le violeur, bourreau, c'est c'est ça, violeur, le coupable. exactement. C'est le bourreau qui présente cette histoire donc à travers sa perspective à lui. Et lui, il va décrire une histoire d'amour dans ce livre. Et c'est un peu ce que Mhm. dit le beau-père finalement. Tu vois, il a fait ça Bravo. parce qu'il avait beaucoup d'amour pour elle, etc. Et donc, on rentre vraiment dans le délire du bourreau, hein, qui se Mhm. raconte des choses, qui se crée son propre univers et qui dit, voilà, une histoire d'amour, oui, inhabituelle, mais c'est comme ça. Et c'est très rarement dans ce livre qu'on entend finalement la voix de Lolita, bah, c'est le nom qu'il lui donne. Et là, le lecteur se rend compte quand même qu'elle ne l'aime pas trop, hein, parce elle est énervée, agacée par lui. Ça n'arrive pas très souvent qu'on l'entend, elle, vraiment sa voix dans les dialogues, mais elle dit, c'est ça. Donc,
il y a un décalage. Le lecteur se rend compte d'un décalage entre ce qu'elle dit, elle, même si c'est rare, et l'histoire et tu vois, la représentation de Amber, qui est complètement autre. Et donc, c'est ça, c'est ce décalage qui rend le livre intéressant et c'est par beaucoup de gens interprété comme, oui, c'est ça, une histoire d'amour entre une adolescente et un adulte beaucoup plus âgé. Elle, séductrice, alors que si on le lit bien, c'est un livre sur le viol, sur le viol sur une mineure finalement aussi. Donc, c'est là ce qui est, c'est la puissance du livre, de la fiction. Mais c'est ça. Donc, elle, Neige, elle n'arrive pas à l'écrire à travers les yeux du bourreau. Elle écrit de sa perspective à elle, donc elle va prendre la parole dans son texte. Et je pense quelque part, à la fin, elle mentionne, s'il y avait cette même, mon histoire m'intéresse pas. Moi, je ne lirais pas forcément mon livre, elle dit à la fin. Par contre, si mon beau-père aurait écrit un livre, je le dévorerais. Donc, elle trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'elle est notamment pas capable vraiment de reconstruire sa pensée parce que ça fait pas beaucoup de sens. L'univers qui s'est créé, lui, parce qu'il c'est complètement irréel. C'est vraiment un délire dans une certaine façon. Euh, donc, on a Nabokov, on a Annie Ernaux. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'études. Vous avez remarqué, c'est pour ça, c'est un livre qui fait aussi des recherches un petit peu, qui convoque des recherches sur l'inceste, sur le viol, sur le personnage des violeurs, le taux de suicide chez les victimes. Donc, elle s'est vraiment renseignée, elle veut vraiment alimenter son récit pour avoir le plus de perspectives possible. On va parler un peu plus de la mémoire parce qu'elle est vraiment en train de chercher la vérité, de reconstruire sa mémoire et elle n'arrive pas vraiment de savoir 100% ce qui s'est passé et pourquoi. Mais il faut se satisfaire du résultat parce que la mémoire, on ne peut pas tout recouvrir parce qu'il y a certainement beaucoup de choses qui ont été refoulées par elle aussi. Et donc, c'est vraiment intéressant cette intertextualité. Donc, elle convoque la fiction, la non-fiction, les recherches, les films. Vous avez vu dans le livre, il y a des photographies, il y a des extraits d'articles sur elle quand elle dit, voilà, à 7 ans, on a parlé de moi parce que je suis tombée dans un lac, etc. Vous vous rappelez? Donc, c'est vraiment un livre un peu, ouais, presque intermédiaire dans un certain sens, hein, où il y a beaucoup de choses qui nourrissent et qui alimentent son récit et qui nourrissent et alimentent aussi sa recherche de la vérité. Euh, je voulais peut-être aussi regarder un petit peu avec vous les, les séquelles ou les conséquences de ce de ce viol pour Neige. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça m'a vraiment frappé. Elle, elle critique ce journaliste qui a écrit un article sur elle et qui dit, enfin, voilà, cette fille, elle va porter plainte, elle s'est libérée de ce lourd fardeau. Et puis, elle est très critique par rapport à ça, parce que pour elle, en tant que victime, ne se libère jamais. Elle a beaucoup de choses à dire sur la résilience. On entend beaucoup le discours de la résilience. Et elle a aussi des choses à dire là-dessus. Elle n'est pas tout à fait d'accord. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir ces réflexions à ce sujet-là. Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose sur la résilience, le happy end, de surmonter les obstacles, la situation de la victime après le procès, etc. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Par exemple, je vais juste vous donner une citation que je trouvais intéressante. Elle parle de happy end, en fait, qu'il n'y en a pas. Ça vous fait croire que le temps est linéaire, qu'il y a une progression de victime à plaignant, à survivant, à content. Et donc, elle met vraiment en question cette évolution, parce qu'elle a dit, finalement, non, on s'en libère pas, on a toujours à porter ce lourd fardeau que le bourreau nous impose finalement.
Et elle a quelque chose à dire sur la résilience. Et ce discours aussi, quand on dit je refuse d'être une victime, ce qu'on entend beaucoup, hein, je refuse d'être une victime. Et elle dit à la page 199, l'hierarchie qui fait du résilient un surhomme par rapport à celui qui ne peut pas s'en sortir me dégoûte. Donc elle a beaucoup plus dans le discours de voilà, pas tout le monde s'en sort, probablement personne s'en sort vraiment, puis on veut pas donner non plus cette satisfaction aux autres de penser que nous on s'en sort et c'est comme si rien n'était avant, parce qu'on porte toujours cette histoire avec nous. Et je pense à un moment donné, ce qui m'a aussi frappé à la fin du livre, elle dit si on s'en remet et on finit par être correct, est-ce que c'est vraiment un traumatisme à travers Mhm. lequel on est passé? Parce qu'on nous a fait ça, mais finalement, on est correct. C'est ça ce qu'on veut c'est ça ce que veut croire le monde. Donc, et du coup, elle se demande la question, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment un traumatisme ce que j'ai vécu ou est-ce que c'est juste un obstacle de plus pour finalement être correct comme tout le monde? Donc, ce sont quand même des réflexions que je trouve vraiment très, très, très intéressantes, très, je sais pas, frappantes. Ça m'a resté vraiment dans l'esprit. Mmh. Je Et sais je pas crois si vous avez... Oui, elle fait enfin, le parallèle aussi sur le fait que des fois, c'est souvent les criminels eux-mêmes qui s'en sortent le mieux, oui, qui en souffrent le moins, avec encore en toujours reprenant des fois des études ou des faits scientifiques qui disent il y a beaucoup moins de taux de suicide chez les oui. criminels que chez les victimes, et que pour elle, la meilleure solution, aussi, elle parle aussi de sa vision de la prison qui, pour elle, n'est pas la solution, mais qu'il devrait, Oui. ouais, ça devrait être la mort par suicide, en fait, qui c'était son avis. C'est pas sauf si, j'ai peut-être lu trop vite, ce passage-là, mais je crois me rappeler de ça, et c'est vrai que même les criminels de guerre ou Mhm, qui sont ceux qui, en fait, ont le moins d'impact sur ce qu'ils ont produit, mhm, et c'est vrai que ça me fait penser, enfin, dans d'autres d'autres types de crimes, pour être dans les fictions que je peux lire, où j'aime beaucoup le polar, par exemple, et c'est vrai ouais, ou les histoires de true crime, ce genre de choses, et on réalise que mhm, souvent, même dans les histoires vraies de crimes qui ont été commis, c'est souvent le nom des criminels dont on se souvient pas des victimes, et des personnes qui ont été traumatisées, qui ont été impactées ou même qui sont mortes de l'action de quelqu'un, qui sont comme héroïsés, et dont on se rappellera toujours des noms de de ces violeurs, de ces pédophiles, de ces meurtriers, mais toutes leurs victimes, mhm, c'est des gens qui sont seuls, qui sont beaucoup oubliés, et mhm, qui vivent leur traumatisme, le mot justement. mhm, mhm. Ouais, tout à fait. Mm. Et en fait, elle dit, parce que tu parlais de mourir de la manière dont elle voudrait qu'il meure, son beau-père, c'est mourir de honte, c'est ce qu'elle dit. Parce qu'à un moment donné, elle part tout dans la définition de monstre. Donc, elle le considère quand même comme un monstre. Et elle aimerait bien que c'est pas le suicide, parce que, comme tu dis, les recherches montrent que ce ne sont pas les bourreaux, mais les victimes qui ont un taux de suicide beaucoup plus élevé. Mais elle voudrait qu'il meure de honte. Donc, c'est quelque chose qui l'affecte tellement parce que il avait pas honte du viol de l'enfant. Il avait, il avait honte de quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Ça sort un peu dans le procès. Il refusait de confirmer un événement dont elle se rappelle très, très bien. Lui, il voulait pas en parler. Et elle dit, c'est parce que ça lui est arrivé à lui. Et c'est là où on apprend que finalement, lui, il a été victime de viol, je sais pas, dans au séminaire, je ne me rappelle plus. Et donc, voilà, c'est là où on a toute une section sur euh, la culpabilité, le degré de culpabilité. Qu'est-ce qu'on fait en tant que membre du jury
Est-ce que, quand on sait que le bourreau a été lui-même une victime, est-ce que ça réduit le temps qu'il devra passer en prison? Est-ce que c'est évalué en sa faveur ou pas? Donc, ça devient très, très complexe. Mais en fait, il avait plus honte de ça, d'avoir été victime, que il n'y avait pas vraiment si honte que ça d'être le bourreau. Parce il avoue tout, hein. Il n'a pas à se battre là. C'est pas une bataille de vérité, de deux perspectives. Il avoue. Donc, moi, je trouvais ça aussi, c'est intéressant. Et là, on est dans la tête un peu des bourreaux parce qu'elle, rappelez-vous, je pense qu'elle a vu un documentaire sur les prisonniers en Corse, très souvent des pédophiles. Et eux, ils parlent juste d'eux-mêmes, de leur situation, de leurs difficultés. Il n'y a pas beaucoup de place pour les victimes. Et même le beau-père, quand il parle du viol de Neige, c'est sa situation avec Neige. Il le nomme pas. Il va jamais utiliser ce mot-là. Et c'est toujours lui au centre de cette situation. C'est lui qui a souffert autant. C'est vraiment hallucinant, en fait, c'est ça, ce monde et ces explications créées par le beau-père pour expliquer, ouais, cette situation, ce viol. Parce que, est-ce que vous vous rappelez pourquoi il a commencé euh, de s'immiscer dans sa chambre, etc. C'était quoi la raison qu'il donne, le beau-père? Oui, c'est pour gagner sa confiance et son amour en tant Ah, que, vu qu'il n'est entre guillemets que le beau-père et oui, que cet enfant oui, lui résiste de façon publique à la lumière du jour, ne souhaite pas lui accorder sa ouais. confiance et son affection. Ouais, Donc ça commence par voilà, la nuit, et ouais, pour montrer Mm. qu'il veut créer ce lien, sous l'idée de c'est un acte d'amour et de ouais, ce qui est, voilà, le début de l'enfer. Mmh. ouais, ouais, Il se exactement. sentait rejeté par elle. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est C'est quelqu'un son qui est ego, ouais. ouais, c'est ça. Mmh. Il est habitué Oui, à être aimé, à être admiré par tout le monde. Et puis, c'est cet enfant-là qui refuse de l'appeler papa, de le reconnaître, de résister. Et puis, voilà. Donc, c'est son explication à elle, ou à lui, plutôt, pour ses actes, finalement. Donc, ouais, tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Elle aborde aussi, bon, faut que je démarre un peu plus vite, mais le pardon. Je trouvais que le pardon, c'est un sujet dans le texte, surtout vers la fin, quand on parle de la sœur, sa ah, oui, sœur oui, 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 qui, oui. je ne sais pas si vous Qui vous habite rappelez. juste à côté de lui, Oui, à c'est la ça. Donc, fin. ça, je me rappelle plus, mais je pense qu'elle reste à côté de la maison, hein. Donc, Oui, elle a pu dans la maison, la maison a été vendue et la sœur reste juste à côté. Et je pense qu'elle est en contact avec son père et Neige a donc toute une réflexion sur la relation avec sa sœur parce que sa sœur a pardonné au beau-père. Il semble, en tout cas. Alors que Neige, elle est incapable de pardonner, hein. Elle le dit très clairement, ça n'arrivera pas. Mais comment aimer sa sœur qui lui a pardonné, sachant ce qu'il a fait à Neige, à sa sœur? Elle se pose aussi la question, comment les gens peuvent acheter la maison, sachant qu'il y avait ce genre, ce crime qui s'est déroulé dans cette maison pendant des années. Donc, je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus. Moi, je trouvais ça, c'est vraiment difficile, non? Parce que pour la sœur, ça reste son père. Euh, ouais, mais c'est ça. Elle lui pardonne. Elle continue la relation avec son père ou son beau-père. Et alors que Neige, elle est complètement coupée de cette famille-là. ça m'a semblé minable de la part de la sœur. Mais vraiment, Ouais, là, on comprend aussi que même à l'intérieur de la famille, c'est pas évident parce que sa mère, ça lui prend du temps pour réagir. Elle n'a pas tout de suite forcément de son côté.
Il y a la relation difficile avec sa sœur parce que, voilà, donc même à l'intérieur de la famille, elle n'a pas le soutien forcément qu'on lui souhaite ou auquel on s'attend finalement. Donc c'est très complexe comme histoire familiale, je trouve. Je crois aussi que ça se passe plus fréquemment qu'on le pensait. Oui. C'est sûr que c'est pas une exception, hein, c'est ce qu'elle raconte, Ouais. c'est vrai, c'est sûr. Mais moi, j'étais quand même ouais, surprise. Oui, j'étais plus que surprise, j'avoue. Oui, non, Je le ben, savais. je Je le savais. choisis mes mots Oui. pour ne pas dire choquée à chaque fois, mais c'est ça aussi la lecture, il y a tellement de facteurs qui sont qui me sont rentrés dans le corps là, c'est difficile. La réaction des autres, l'histoire de neige, ouais. Mais c'est une couche d'affrontement de plus que sa sœur veut garder cette relation, ce lien avec son père parce qu'en fait, Neige a fait tout ce parcours pour Mhm. elle Ouais. et Mm. acheter la maison juste à côté. Ah, c'est pas question là. Pas Mhm. possible. Mhm. 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 Comment on peut Ah, supporter de le regarder à chaque fois ouais. Non, Oui, mais ça génère beaucoup de questions, même chez... ça souligne le fait que nous, la société en général, nous avons tendance à minimiser et à Oui, pardonner. oui, Et c'est pour ça que le oui. livre est important, je trouve. Ouais, ouais, exactement. Je pense que on se rend compte que voilà, l'image qu'elle donne de la société et des autres, c'est pas elle est pas très positive, hein. Moi, je me suis vraiment beaucoup posé beaucoup de questions à comment je réagirais. Est-ce que je serais comme ça? Mais c'est vraiment horrible. Déjà, elle doit dépasser ou surmonter tellement de choses et en plus avoir ouais, je ne veux pas dire indifférence, mais euh, je sais pas, ouais, ce pardon finalement de la société, ou la volonté de pardonner, d'y croire de la part des autres. Je sais pas quoi en faire quand on est dans le rôle de la victime. On avait parlé je voulais quand même prendre le reste du temps pour parler de la mémoire et puis après du style un peu du livre. Euh, donc la mémoire, c'est vraiment un des sujets euh, centraux, je dirais, du roman parce qu'elle essaie de reconstruire sa mémoire. On l'aura compris. Euh, je sais pas, est-ce que vous avez des exemples où elle essaye de reconstruire la mémoire, de trouver, de coller finalement des fragments qui lui restent dans la tête? Qu'est-ce que ça fait à l'écriture? Comment ça se manifeste dans l'écriture aussi du texte? Est-ce que pour vous, par exemple, la narratrice, Neige Sino, est-ce que c'est une narratrice fiable? Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, elle ose dire pas remettre en question. Je trouve que même dès le début, elle parle, justement, quand elle parle d'âge, à un moment, elle dit que les viols ont commencé à 7 ans, puis elle parle de 8 et 9 ans. Et puis elle dit, mais vous voyez, regardez, des fois, je parle de 7, 8, 9 ans. Je suis sûre que vous êtes posé la question vous-même. Est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que je mens? Et c'est aussi ce qui met en lumière la parole des victimes de se dire, bah, c'est normal que les choses aussi puissent paraître floues et qu'en fait on se rattache à des éléments totalement euh, matériels où elle se rappelle de la couleur de la moquette ou de choses comme ça. Ah ben ça c'était dans l'ancienne maison, dans telle pièce, ça veut dire que c'était à telle année. Donc il y a un côté aussi enquête factuelle qui permet de recouper des, des sentiments, des impressions, des souvenirs qui, pour beaucoup aussi de victimes, ont été totalement... bah, il y a la dissociation aussi et il y a le fait de fois de totalement oublier une partie
Oui. de ce qui s'est passé. Donc je trouve que là-dessus, elle en parle de façon aussi frontale et qui la rend aussi fiable parce qu'elle est sincère sur le fait que oui, je suis pas exacte peut-être sur cette date-là ou ce fait-là, mais c'est normal, ça fait partie enfin, c'est Mhm. mon impression en tout cas. Mhm. Mhm. Oui, elle ne fait pas semblant de tout savoir ou de pouvoir tout se rappeler. Ouais, Comme tu ouais. dis, Fanny, c'est une enquête. C'est une enquête, tout à fait. Ouais. Il y a plusieurs scènes aussi avec, quand elle se rappelle des scènes avec un peintre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un ami de la famille, un peintre qui fait un portrait d'elle et qui lui demande aussi des choses pas correctes. Et elle mentionne beaucoup dans le livre, est-ce que je fabule? Elle se pose la question tout le temps, est-ce que je fabule? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces souvenirs que j'ai sont des souvenirs ou est-ce que je crée des histoires dans ma tête? Euh, c'est vraiment intéressant, mais c'est comme ça que la mémoire fonctionne, hein. On n'a pas tous les détails. On n'a pas accès à tous les détails à tout le temps. Elle dit aussi parfois, je n'étais pas sûre de mon souvenir. Fanny t'a déjà parlé de cette question de l'âge. Elle ne sait pas exactement à quel âge c'était. Mais je pense que, je ne sais pas si vous avez remarqué, et ça va un peu dans la direction du style déjà, qu'elle se répète beaucoup. Donc il y a plusieurs choses qui reviennent toujours. Parfois, il y a plusieurs versions d'un même événement qu'elle va raconter, où elle reprend là où elle a laissé un sujet, elle va le reprendre un peu plus tard. Donc, c'est peut-être aussi cette reconstruction de la mémoire parce qu'on doit repasser par les mêmes événements pour se rappeler peut-être un peu plus, pour voir plus clair. Donc, on voit, ouais, c'est la mémoire, ça se manifeste un peu dans l'écriture, à mon avis. Et surtout aussi le fait, elle dit à un moment donné, tout ce qui est tout ce qui a rapport au viol, ça me reste dans la tête parce que j'y pense tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors que d'autres souvenirs de son enfance, par exemple, elle en a plus. Elle peut pas dire ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait dans sa vie quotidienne, en vacances, etc. Parce que l'autre a pris tellement de place dans sa tête, ou aussi dans sa mémoire, que voilà, elle a dû évacuer d'autres choses. Bah, c'est ça, on le voit dans le livre parce que c'est toujours là. Elle s'est posée pendant des années les mêmes questions. Et on a cette manière de raconter les choses dans le texte aussi, hein, parce qu'elle revient toujours aux mêmes choses. Elle revient toujours à cette définition du viol, pas comme de la sexualité, mais comme relation de pouvoir, abus de pouvoir. Elle va revenir avec ces définitions à plusieurs reprises. Donc, on voit le processus de réflexion chez elle dans les textes. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est qu'elle se relit. Je ne sais pas si vous remarquez, elle dit, ah, je me suis relue, là, j'ai dit ça et ça, puis elle va commenter ce qu'elle vient de dire. Donc, il y a tout un travail c'est ça, de réflexion, de prendre une pause, de revenir, d'essayer de voir les choses peut-être d'une autre perspective. Il y a beaucoup de travail d'interprétation, de reconstitution des mémoires dans ce texte-là. C'est vraiment intéressant du point de vue euh, formel, disons. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui, quand on parle d'écriture, de style, qui vous a frappé? Vous avez déjà parlé du style très franc, très direct, lucide finalement. On parlait du fait qu'elle convoque plusieurs textes, d'autres textes. C'est un peu entre les genres, c'est pas un roman, c'est un témoignage, mais en même temps, on a des articles de journaux, on a des recherches qui sont mentionnées, des films, etc. À un moment donné, elle part aussi de l'esthétique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de beau avec ce genre Mhm, d'histoire? mhm, mhm, Ça, c'est vraiment vers la fin. mhm, mhm, Euh, Donc, elle dit à la page 249, donc on est vraiment vers la fin, c'est difficile de faire de la beauté avec un truc comme ça. mhm. Parce que
ce qu'elle fait, elle dit, c'est penser l'impensable, raconter l'irracontable, se confronter aux frontières de l'humain. Et elle épargne pas le lecteur, je trouve, hein. Dans ses entretiens, elle parle du fait de vouloir protéger le lecteur ou la lectrice, le lectorat, disons. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'on est vraiment confronté à des descriptions de scènes, des réflexions très, 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 très difficiles. Elle le dit, c'est justement un moment, selon le vocabulaire qu'elle emploie, qui est un vocabulaire aussi très Oui, très brut, oui. sans citer, les mots exacts, mais elle dit que Mhm. justement, elle a une amie qui a été choquée, par, Oui. des mots qu'elle a pu employer. Elle dit: «Mais non, justement, je dois et je veux employer ces mots parce que Mhm. lui, mon bourreau, utilisait des Mhm. mots très doux, très, très Mhm. enfantins, ce qui était, totalement en décalage avec la réalité de son crime». Donc, elle pense important d'utiliser les mots crus de ce que ça représente et de les questionner aussi en disant: «Bah, tiens, c'est étonnant ce mot, pourquoi ce mot et pourquoi c'est associé à tel acte?» Et Oui. je trouve ça important aussi qu'elle le reconnaisse de oui, il faut employer les vrais mots. Ouais. Et surtout parce que tu dis, il a utilisé d'autres mots qui sont des euphémismes finalement. Mmh. Du coup, elle peut plus les utiliser. Plus jamais là. C'est barré de son vocabulaire parce qu'il y a trop de poids sur ces mots. Vraiment de significations complètement différentes finalement. Et elle dit aussi à un moment donné, il faut pas être flou dans ce genre de texte. Il faut confronter le lectorat à ce qui s'est passé parce que quand on est flou, bah, ça veut dire peut-être c'était pas si grave et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais peut-être c'était une histoire d'amour, on ne sait pas. Donc il faut être clair et montrer que c'est pas du tout le cas. Et c'est ça. Donc comme j'ai dit là, moi j'avais des paragraphes où je me suis dit, Manon, je pouvais pas j'ai vite lu, disons. C'était vraiment très très dur de, de se confronter à ça. Il y avait beaucoup Euh, de moments où j'ai dû prendre pause aussi en le lisant parce que oui, ouais, c'est j'étais lourd, oui. complètement bouleversée par, Mhm. par la Mhm. narration, quoi. Mais je suis Mhm. d'accord avec Fanny que le vocabulaire est brut, mais Mhm. pour moi, il y avait une poésie. Elle a pris ce vocabulaire brut et elle a Mhm. construit un poème et un chef-d'œuvre, en fait, et quelque chose de la beauté pour moi, euh, avec ces mots. Alors, c'était une contradiction. euh, Mhm. ouais, ouais, c'était très beau. Mhm. Mhm. Et bah, c'est ça, à la fin, elle dit aussi, bah, elle aurait pu écrire la fiction, mais elle a choisi le témoignage, la non-fiction pour raconter son histoire. Parce qu'elle dit, voilà, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas transformer en objet esthétique. On ne devrait pas, on doit rester un peu plus proche du vécu finalement et peut-être des faits. On ne peut pas le sublimer. Ça reste une expérience extrêmement traumatisante. Peut-être les dernières minutes, juste, je vous donne la parole. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, des moments de lecture difficiles ou des choses que vous avez beaucoup aimées en général ou des J'ai réflexions? Oui, j'ai allez-y. un commentaire. Ce qui m'a frappé, peut-être Mhm. le plus en fait, Yeah. c'était le fait, et elle le dit dans le roman, que si son beau-père n'a pas avoué tous les faits, elle aurait perdu le procès. Mhm. Ouais. Et je crois que quand je vois les statistiques sur ce genre de procès, c'est en fait ça. La plupart sont perdus, même si tout est vrai. Mhm. Alors, je crois que ça, c'est un truc important dans l'histoire. Mhm. Ouais, c'est vrai. Merci. Quelqu'un d'autre? Ce que je trouvais aussi intéressant, c'est peut-être mon dernier commentaire, c'est qu'elle met en question certains clichés aussi sur la littérature comme thérapie, sur la littérature qui sauve le monde, parce qu'on met finalement en mots ce qu'on a vécu.
Je pense qu'elle elle répète aussi à plusieurs reprises que la littérature ne l'a pas sauvée. Tout le travail, ou une grande partie du travail, est fait avant qu'on prenne un stylo pour écrire. Donc, moi, je trouvais ça intéressant parce qu'on a beaucoup, on a, on entend beaucoup le discours de la littérature comme thérapie. C'est comme ça qu'on se reconstruit parce qu'on est capable de mettre en mots ce qu'on a vécu. Mais en fait, elle dit c'est un cliché. C'était pas mon cas. Moi, j'ai fait tout ça avant. Euh, ouais, je trouvais ça intéressant elle déménage un peu, je crois, tous ces clichés sur l'écriture, la thérapie, etc. Donc, elle est très, elle amène vraiment quelque chose de très nouveau, de très original, je trouve, à, à ce genre de récit. Et c'est ça, encore une fois, ça confirme qu'elle fait pas ça par égocentrisme, mais pour les autres, et que c'est un témoignage de plus, comme le Mm, fait d'avoir été jusqu'au tribunal, qu'elle elle l'a pas fait pour sa propre histoire, mhm, mais pour essayer de protéger les autres. Je pense que ce genre de témoignages sont là pour créer ce genre d'espace de discussion et pour ouvrir mhm, l'esprit au fait que c'est une réalité et qu'il faut faire changer le système pour mhm, de éviter de futures victimes, même si on en est mhm, loin, mais mhm, mhm. Ouais, tout à fait. Bah, il est 11h59, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de vos réflexions, de vos opinions. Ça m'a fait très plaisir de parler de ce livre avec vous, comme on a déjà évoqué, qui est très important, très bouleversant. Mais c'est un livre dont on doit parler parce qu'il est vraiment très, très riche. Il y a plein de choses à dire. On pourra continuer comme ça, c'est sûr. Mais j'espère que vous avez un aperçu un petit peu de ce qui se passe dans ce livre, les thèmes, la manière dont c'est écrit. Parce que c'est ça, le contenu, c'est toujours important, mais très souvent, le contenu se reflète dans la forme d'un livre. Et je pense qu'on le voit très bien ici dans le cas de Triste Tigre. Donc, merci beaucoup. Merci à l'Alliance française d'avoir organisé ce club de lecture. Et peut-être à une prochaine fois. Je te laisse la parole, Fanny. Est-ce qu'il y a des choses, des annonces à faire? non, merci beaucoup à toi pour avoir pris ce temps aussi ce samedi matin pour partager avec nous sur ce livre. Et oui, j'espère on va continuer, on reste en contact pour pouvoir organiser de futurs clubs de lecture. Je sais que nous, de notre côté, il y a aussi, on fait un club de lecture en partenariat avec le comité franco-queer de l'Ouest et sur des livres avec des auteurs, autrices queer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le prochain est en novembre sur La fille d'elle-même, un livre québécois. Je pourrais vous envoyer le lien pour les inscrits et inscrites à ce club de lecture, mais n'hésitez pas voilà, à venir en personne aussi à l'Alliance, emprunter des livres. Nous avons aussi Culture Tech, qui est notre bibliothèque digitale pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir en personne. Donc, nous sommes là pour répondre si vous avez des questions. Et un grand merci. Je vous souhaite un très bon week-end et en rappelant que lundi, la journée de la vérité et de la réconciliation qui pourrait être l'occasion aussi d'aborder d'autres lectures et peut-être des livres en lien avec des questions de Mhm. réconciliation. Ça pourrait être une Mhm. prochaine discussion. Voilà, je vous remercie. Ouais, merci et bonne fin de semaine à tout le monde. Au revoir. À Au vous revoir. aussi, merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci tout le Merci. monde. Bon week-end. Au revoir, à la prochaine.